Bonsoir. Les Togolais connaissent enfin le nom de leur prochain Premier ministre. C'est Komi Selom Klassou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été désigné. Et ce vendredi soir, son nom a donc été présenté aux Togolais. C'est lui qui va diriger le prochain gouvernement. Les défis qui l'attendent sont de taille. Est-ce qu'il a la carrure pour faire face à ces défis? Nous évoquerons ces sujets dans cette émission. Nous ferons également un détour par le Ghana qui a connu une tragédie. Le mercredi dernier, on parle aujourd'hui de plus de 200 morts dans l'explosion d'une station d'essence. Et puis nous tirerons toutes les leçons qui s'imposent de la présidentielle du 25 avril dernier. Avec un invité qui a été candidat à l'élection présidentielle du 25 avril, Jerry Komandega Tama, le plus jeune des candidats d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de renouer avec les médias. Ça fait quand même, c'est vrai, depuis les élections, j'ai quasiment disparu des écrans télé. Donc c'est un plaisir de renouer les médias et avec une chaîne avec laquelle j'ai beaucoup de choses ensemble. Donc ouais, je suis content. Et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Je l'annonçais tantôt que les Togolais connaissent désormais leur Premier ministre. C'est Komi Selom Klassou. Pour vous, est-ce que le choix de ce personnage-là a été une surprise? Non, parce que je crois que par rapport à une certaine tradition qu'on a dans ce pays où les premiers ministres tournent toujours entre la région des plateaux et la région maritime, quand on faisait le tour, je crois qu'en croisant tous les profils, M. Klassou faisait partie peut-être des tout premiers choix de ce profil. Et puis je crois que même si on aurait pu imaginer que fidèle à ce que le président de la République a fait depuis depuis 2005, a choisi toujours des premiers ministres qui ne sont pas du Sérail, parce que ce soit Eden Kodjo, Agboibo, Rumbo, Aromezounou, ça n'a jamais été des gens du Sérail. Donc c'est nouveau d'avoir quelqu'un du Sérail, mais compte tenu du profil de la personne, je crois que la surprise n'est pas grande. Hein. On s'attendait peut-être à ce que ce soit un technocrate, quelqu'un qui n'est pas complètement du milieu, mais je crois que non. Personnellement, sur la liste des gens qui étaient premier ministrables, M. Klassou y était, donc à titre personnel, je n'ai pas été surpris par cette nomination. Est-ce que vous pensez que le fait que le chef de l'État ait choisi dans son camp, c'est peut-être parce qu'il a fait des consultations qui ont échoué? Je ne sais pas, je n'ai pas été consulté, donc je n'étais pas premier ministrable. Non, pour moi, je crois que la meilleure façon d'avoir une efficacité, c'est de choisir quelqu'un de son camp. Pour deux raisons. La première, c'est que voilà quelqu'un qui connaît au moins déjà les dossiers. Il a été deux fois, à deux reprises ministre. Il est à l'Assemblée nationale, vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Donc il connaît. Parfois, quand on va chercher quelqu'un de l'extérieur, il doit mettre un moment pour s'acclimater, pour comprendre les dossiers. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui est du Sérail, qui comprend. Et puis, moi, j'ai toujours été pour le fait que quand on gagne, on assume pleinement sa victoire en mettant en place des gens qui ne seront pas de faire valoir bien des arguments pour dire c'est parce qu'on avait un Premier ministre qu'on allait chercher quelque part. Donc oui, je crois que ce n'est pas forcément, moi je ne sais pas les critères qui ont été mis en place, mais je crois que l'idée de mettre quelqu'un qui connaît les dossiers est plutôt une idée intéressante. Et puis même si ça coupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les habitudes. On avait l'habitude d'avoir des gens qui n'étaient pas du Sérail. Cette fois-ci, on le verra sans aucun doute à la coloration complète du gouvernement. Mais cette fois-ci, on a pris quelqu'un qui est de la maison, depuis longtemps. Il a servi même qui a servi l'ancien président et qui est aujourd'hui dans le bureau de l'Assemblée nationale. Donc le profil y est, mais maintenant, vous savez, les défis sont énormes, on en parlera tout à l'heure. Donc nous sommes moi je considère toujours que nous sommes dans un régime quasi-présidentiel. Et donc le Premier ministre accompagne, bien entendu, et organise l'action du gouvernement, mais l'impulsion est donnée par le chef de l'État. Et puis comme vous le savez, nous avons une constitution qui donne beaucoup de possibilités au président. Il peut changer de Premier ministre à n'importe quel moment. Donc l'action, toutes les directives vont sans aucun doute être imprimées par le chef de l'État qui jouit donc du suffrage universitaire, donc qui a été élu par le peuple togolais, qui est chargé sans aucun doute d'appliquer son programme qu'il a présenté lors de... Mais Komi Klassou, est-ce que c'est un personnage que vous connaissez? En dehors des rencontres officielles, en dehors
de ces rencontres officielles-là. Vous savez, nous, on est tout jeunes sur la scène politique. Nous n'avons pas eu la chance d'être députés pour peut-être plus frotter, mais je crois que ce que je connais de lui, c'est ces passages l'impression générale que j'ai eue à ces passages dans les ministères, même si sous Eyad de ma père, c'était un peu plus compliqué. La marge de manœuvre, à mon sens, n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui. Donc, je peux dire que l'opinion que j'ai l'opinion de quelqu'un qui est très ouvert chaque fois qu'on s'est rencontrés, et puis j'ai l'opinion c'est pas parfois quand on parle de faucon du régime, je pense pas que ce soit son nom sorte parmi les faucons. Donc à la limite c'est quelqu'un du dialogue de l'ouverture, et je pense que par le temps qui court, ça peut être un profil qui soit intéressant. Donc le fait qu'il soit sorti des sérails, c'est un atout pour lui en fait. C'est un atout pour lui, parce que vous savez, quand vous prenez, on a fait l'expérience des technocrates. Un technocrate qui arrive, il a envie d'abord de se démarquer de toute ligne politique. Alors que quelqu'un qui sort du sérail assume une ligne politique. Il a envie de dire non, mais vous savez, moi je ne suis pas dans telle chose, je suis là, les gens vous disent, je suis là pour le développement du pays. Donc, les 2, 3, même parfois une année, que le technocrate qui arrive finit par comprendre que même s'il n'est pas politicien, il va appliquer le programme que celui qui a gagné l'applique, c'est de la perte de temps. Et puis, quand c'est quelqu'un qu'on va chercher au niveau de l'opposition, il est écartelé entre l'obligation de servir le président de la République et l'obligation de préserver une image. Parce que quand vous êtes de l'opposition, que vous allez, quels que soient les objectifs que vous visez, vous avez une image à préserver, puisqu'il y a une après mandat ministériel. Donc, voilà, vous êtes obligé systématiquement de travailler, mais de se dire quelle est l'image que je vais renvoyer, comment est-ce que je vais aussi composer avec mes anciens camarades. Moi, j'ai toujours été, que ce soit lors des élections législatives ou que ce soit la présidentielle, j'ai toujours été pour que celui qui a gagné exerce pleinement son pouvoir, pour être comptable au bout de son mandat. Parce que si vous exercez pleinement votre pouvoir, vous pouvez être comptable. Et quand quelqu'un, quel que soit son bord, accepte de rentrer dans le jeu, c'est qu'il accepte de rentrer dans le jeu pour appliquer le programme de celui qui a gagné. Dans ce moment-là, vous êtes comptable, mais quand on rentre dans de la compromission, en ce moment-là, si c'est à la sortie d'une grande crise, bien entendu, mais si on ne sort pas d'une grande crise, quand on rentre dans la compromission, bien dans les compromis politiques, après on a bon dos de dire, si c'est parce que à cause de la réconciliation, on l'a eu entre 2005 et 2010. On veut mettre l'apaisement, la réconciliation, donc on est obligé de faire de composer avec d'autres personnes, et en ce moment on n'est pas comptable. Là, c'est ce que Faure Gnassingbé est en train de faire, de montrer par exemple que j'ai gagné les élections, j'ai toutes les cartes en main. Bon, on n'a pas encore le mandat qui va être confié au Premier ministre. Demain, je ne sais pas, demain on peut se retrouver dans une situation où certes on a un Premier ministre du Sérail, peut-être même qu'on met en place un Premier ministre du Sérail pour pouvoir ouvrir sérieusement l'opposition. Être sûr quand même que si l'opposition, on a ouvert à l'opposition, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui sera derrière pour canaliser. C'est pour ça qu'on met quelqu'un du Sérail. Parce que vous imaginez si vous mettez quelqu'un de l'opposition et que vous cooptez encore, vous ouvrez sur d'autres partis de l'opposition, ne faites pas attention, peut-être moi-même le gouvernement va se retrouver en minorité. Le parti au pouvoir va se retrouver en minorité. On ne sait pas. Je crois que c'est quand, soit à la composition du gouvernement par le Premier ministre, ou bien quand le mandat, parce que le président de la République va donner un mandat bien strict. Quelles sont les priorités qui vont être confiées à ce gouvernement-là? En ce moment-là, on saura. Mais bon, je ne sais pas. Donc, encore une fois, dans ce genre de domaine, il n'y a pas de délai prescrit. Mais je suppose qu'on a quand même mis un peu de temps pour aller là-dessus. Et que donc, sans aucun doute, dans les jours à venir, rapidement on aura une idée de la composition de ce gouvernement, et on saura en ce moment-là si c'est fermé ou ouvert. Alors justement, quel est votre penchant? Un gouvernement ouvert, un gouvernement fermé? Je crois qu'aujourd'hui il faut faire un gouvernement de compétences. Je crois que la crise politique qu'il y a, la crise de confiance, et puis les chantiers qui sont là, qui sont énormes, qui sont vastes, il vaut mieux aller sur la compétence que sur la composition politique. Parce que quand vous rentrez uniquement dans les schémas politiques, en réalité, finalement, les gens ne travaillent pas, mais passent leur temps à se bousculer. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une élection à laquelle j'ai participé. La contestation, au-delà de certains niveaux, n'est pas plus importante que cela. Il y a
une acceptation de ces résultats. Maintenant, il faut aller vite parce que les chantiers, ils sont là. Mais cette compétence-là, même si c'est dans l'opposition, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher, oui, bien sûr. Non, je pense qu'il faut aller la chercher. Maintenant, après, il y a aussi des calculs politiques, bien entendu. Mais personnellement, je pense qu'il vaut mieux aller chercher les compétences parce que je ne jette pas la pierre au gouvernement précédent, mais parfois, on a eu l'impression que sur certains dossiers, il y a eu soit des maladresses ou bien la rapidité et l'efficacité dont on devrait avoir sur certains dossiers. On a perdu beaucoup de temps, alors que le temps, il est contre nous aujourd'hui. Vous voyez, on peut considérer même que depuis le début de l'année, tous les pays, opposition ou partis au pouvoir, ont été dans la fièvre de l'électorat. La pré-campagne, elle a pris beaucoup de temps. Donc, de janvier jusqu'à avril, le pays a été mobilisé pour la campagne. Le pays, tout le monde a réfléchi campagne. Maintenant, nous avons donc 6 mois pour rattraper le coup. Et il faut absolument mettre des gens, des compétences qui vont non seulement rattraper le coup pour cette année, mais mettre le pays sur les rails. Parce que les priorités, elles concernent la décentralisation, concernent les réformes, elles concernent le développement harmonieux, équilibré, participatif de l'ensemble des Togolais. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire avec des gens qui ont l'esprit du management, qui ont l'esprit du terrain et, à mon sens, qui sont aussi des patriotes. Aujourd'hui, quand on parle d'ouverture, on vous dira que le gouvernement sortant, il y avait des ministres de l'USC, il y avait des ministres de la CPP. Est-ce que ça s'arrête à là, l'ouverture? Il faut aller encore plus loin que cela? Moi, je pense que l'ouverture, c'est d'abord... c'est de se dire, à l'issue de cette élection, je vous ai entendu, vous avez parlé des leçons à tirer, qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Est-ce que nous voulons faire de notre pays une sorte de chasse gardée, où certains considèrent que si nous n'y sommes pas, c'est que c'est que c'est mauvais, ou bien certains considèrent que ça nous revient entièrement, ou bien il faut dire, s'il y a des bonnes volontés, qu'elles soient de l'opposition, qu'elles soient du pouvoir, en visant un cap. Le cap aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument faire les réformes pour que le jeu soit plus ouvert et soit plus équitable à tout le monde. Le cap aujourd'hui, c'est qu'il faut faire la décentralisation. Si nous avons des énergies qui veulent bien, à mon sens, parce qu'on peut ouvrir, n'avoir personne, mais s'ouvrir vers le monde et dire, s'il y a des gens qui ont envie de venir travailler, pourquoi pas. Mais là, il faudra aussi que vous de l'opposition, vous sortiez de vos calculs politiciens pour quand même accepter d'aller travailler, servir votre pays, si jamais vous étiez sollicité. C'est ça qui est souvent difficile. Vous, par exemple, honnête, vous accepteriez être dans un... Tout dépendra du contexte. Est-ce que je dis que pour le moment, on a juste le nom d'un Premier ministre? Oui, si on vous téléphone, par exemple, au sortir de cette émission, on vous appelle pour vous proposer, pas vous ou un membre de votre équipe, d'être ministre dans un département donné. Il y a deux conditions qui sont, à mon sens, importantes. La première, c'est l'acceptation, le contexte dans lequel cette invitation est faite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une cooptation. Quand c'est une cooptation, c'est un peu plus difficile. Si on est dans une approche d'ouverture, à l'ensemble des forces politiques en disant, nous voulons, j'ai entendu le président de la République dire lors d'une interview qu'il y a une politique de la main tendue. Si la main tendue, elle est tendue à tout le monde. Donc, sur le principe de la main tendue, le net n'est pas opposé. Maintenant, après, c'est aller pour faire quoi? Parce que si c'est aller dans un gouvernement pour faire de la figuration, si c'est aller dans un gouvernement pour dire bon, que moi je suis aussi ministre, vous comprenez qu'il n'y a absolument aucun intérêt. Mais il vous appartient, si vous êtes ministre, de donner un peu de punch à votre département. Non, mais c'est ce que je dis. Je donne un exemple. Là, on vous dit, on vous offre un poste pour prenons l'économie. Et que vous savez que dans vos rangs, que ce soit vous-même, vos collaborateurs, vous n'avez pas des personnes qui ont les ressources suffisantes pour bien diriger. Mais ce n'est pas parce que c'est un poste ministériel. On l'a vu, je ne vais pas donner de nom, mais on l'a vu sur certains ministères qui sont passés où on a été obligé de doubler certains ministères. Parce qu'il y avait un accord politique, alors parce que bon, il y avait une alliance, on met des gens, mais automatiquement on se rend compte que ce n'est pas eux qui font le travail. C'est une perte de ressources et une perte de temps. Donc, bien entendu, j'ai parlé de compétences tout à l'heure. Bien entendu, il faut avoir les compétences. Et il faut s'assurer que là où vous allez, là où on vous invite, vous allez apporter quelque chose de plus. Vous savez, souvent, si on parle de mangeoire, non, il faut pas tomber dans ce travers-là, parce que, Dieu merci, encore la plupart des hommes politiques, enfin de l'opposition, sont des gens quand même, pour la plupart que je connais, ils ont une situation qui leur permettent au moins de tirer le pain du jeu. On sort d'une élection présidentielle, je ne peux pas vous dire ce que ça a pu coûter à titre individuel, comme ressources que ce soit financières que matérielles,
pour aller à une telle élection. Donc quand même on a des ressources et qui font que l'appel justement de dire qu'on va à la mangeoire, ce ne doit pas être le seul critère. Le premier critère, je pense, c'est l'efficacité. Il faut être sûr que, d'abord, le contexte dans lequel on fait une invitation, ce contexte, ça répond aux aspirations du parti. Donc, en ce moment-là, il faut retourner vers le parti pour dire, voilà ce qu'on nous propose, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut être sûr qu'en y allant, vous êtes efficace. Mais sur le principe, nous, on n'est pas dans une logique de, j'ai entendu des partis dire, nous, on n'est pas intéressés, ou bien, ah oui, mais on veut bien. Non, ça n'a pas de sens. Il faut voir, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais s'il y a une peau qu'on vous propose, vous vérifiez pour voir si elle est de bonne qualité. En ce moment, on peut l'acheter. Oui, mais quand les gens voient, par exemple, que ceux qui sont allés au gouvernement ont été complètement cramés sur la scène politique, ils ne prendront pas les risques d'y aller. Non, c'est parce que les mentalités sont encore formatées dans ce sens-là. C'est justement parce qu'au Togo, nous ne faisons pas le bon travail pédagogique. Je vous dis. Vous, politiciens, c'est ce que vous dites. Nous, politiciens. Mais quand vous prenez dans la sous-région, la plupart des présidents, ils ont tous travaillé avec les anciens régimes. Vous prenez Macky Sall, vous prenez Boubacar Keïta, vous prenez Mamadou Issoufou. Ils ont tous été anciens ministres, anciens premiers ministres, ainsi de suite. Vous ne quittez pas, vous tombez pieds joints, président de la République sans avoir eu une certaine expérience. Donc, non, c'est peut-être la diabolisation. Et c'est ce pourquoi il faut lutter. C'est cette diabolisation qui consiste à ce qu'on dise que si vous êtes allé devenir ministre, c'est parce que vous êtes allé à la mangeoire. Mais c'est aussi peut-être parce que souvent les gens qui deviennent ministres, parfois les gens viennent de loin. Et on dirait, mais écoutez, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il allait en Zémidia, ou bien il avait une moto, ou bien il allait à pied. Et maintenant, vous voyez, ben, subitement, mais le ministre, c'est un poste ministériel est un sacerdoce. Il est un sacerdoce à deux niveaux. C'est qu'en fait, vous avez une obligation de résultat parfois sans avoir tous les moyens. Vous avez beaucoup d'attentes et nous sommes dans une société africaine où, là où vous aviez l'habitude de donner à votre cousine, quand elle vient vous voir, 2000 francs pour qu'elle retourne, mais le jour où vous devez ministre, si vous donnez 5000 francs, elle va te vous jeter ça dans le visage. Donc il y a parfois même plus d'obligations. Et moi, j'ai des amis qui ont été ministres et qui ne le sont plus aujourd'hui. Certains vous disent, on a soufflé le jour où on a cessé d'être ministre. Parce que les demandes sont devenues plus importantes et les charges sont devenues plus importantes. Non, moi je pense qu'il faut analyser tout ça là à l'aune du service. Est-ce qu'on va être au service de son pays? Est-ce qu'on aime son pays? Est-ce qu'on va être au service de son pays? Et après, il y a un travail pédagogique qui doit être fait. Après, c'est vrai aussi que ce qu'on a constaté au Togo, c'est que parfois certaines personnes quittent l'opposition, vont et ne veulent plus en sortir. Avec eux, vont, ils s'accrochent là-bas, on dit, bon, écoutez, ce pourquoi on avait dit on travaille ensemble, c'est fini, il dit non, moi je ne parle pas. Donc du coup, on se dit... Qui pensait à l'UFC? Non, je ne veux pas dire... Qui a manifesté encore sa volonté de continuer à travailler avec le pouvoir. Je ne vais pas tomber dans ce piège, vous savez très bien. Je ne vais pas parler de une question. Pas de nom à la radio, comme on le dit dans l'armée. Mais il est évident que parfois on se dit, mais s'ils sont allés et ils sont assez accroupités, c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a une chose, c'est vrai qui est rare au Togo, c'est que vous avez rarement des ministres qui démissionnent. Ce qu'on voit régulièrement dans d'autres pays. Parce que les gens ont des postes qui leur permettent, même s'ils ne sont pas ministres, de s'en sortir. Donc c'est ça. Mais il y a un travail de pédagogie qui doit être fait pour montrer que quand quelqu'un devient ministre, surtout s'il vient de l'opposition, c'est parce qu'il a envie de servir. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il a envie d'avoir plus d'expérience. Honnêtement, aujourd'hui, vous prenez quelqu'un qui n'a aucune expérience administrative, qui n'a jamais dirigé une direction, qui n'a jamais dirigé un ministère. Vous le mettez président de la République, je ne dis pas qu'il fera mal, mais il va vous mettre, comme Roosevelt l'avait fait à l'époque, en brain trust. Il va, sur les 2 ou 3 années, s'il est humble, il va mettre en place un cabinet derrière lui, et le cabinet va travailler pour lui durant peut-être 1 ou 2 années. Donc ça veut dire que ces 2 années où il ne peut pas prendre des décisions immédiates, il est obligé de s'appuyer sur d'autres personnes. S'il ne le fait pas, il est évident qu'il ne sera pas efficace. Donc oui, ça peut être aussi même aller chercher de l'expérience et de la maturité. Oui, c'est bien. Dans ce cas, il serait bien de se proposer. Mais écoutez, c'est là où, comme les gens disent, c'est là où il y a le piège. Si vous proposez, on ne vous prend pas. Ah non, mais vous imaginez, moi, je suis allé à cette élection sur le peu de ressources que j'ai. Les gens nous ont dit, ah, mais ils sont allés parce qu'ils sont allés prendre l'argent quelque part pour aller. Maintenant, demain, vous sortez, vous dites, oui, vous aviez commencé à me citer des exemples tout à l'heure, disant qu'il y a des gens qui font des pieds et des mains. Mais vous commencez, vous sortez un communiqué pour dire, oui, il faut que le pouvoir sache que nous sommes disposés, nous ne sommes pas y aller, mais c'est là où vous vous enterrez avec une couche de béton sur le dos. Non, je crois que celui qui a gagné, c'est à lui d'imprimer le rythme,
de dire il veut ouvrir ou il veut fermer, il veut ouvrir. Et puis après, moi, je pense que c'est au niveau de tous les partis politiques. Il y a des partis politiques qui ont déjà dit, de toute façon, ils ne sont pas intéressés. Il y a des partis qui ont dit, comme nous, tout dépendra du contexte. Et il y a des partis qui ont peut-être dit, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils sont déjà intéressés. Bon, maintenant, après, vous savez, les partis politiques ne vivent que sur les intérêts des partis politiques, intérêts qui sont basés sur les intérêts de leurs militants. C'est normal que des gens disent non, on ne va pas. Mais ce que je déplore au Togo, c'est cette diabolisation qui consiste à dire que si vous travaillez avec le gouvernement en place, si vous travaillez avec ceux qui sont au pouvoir, c'est que vous êtes des vendus. Du coup, c'est que, au bout d'un certain temps, soit on n'aura que des vendus, ou bien on n'aura que des personnes qui contestent, mais qui ne pourront pas être efficaces le jour où ils viendront aux affaires. Parce que, qu'on le veut ou non, il y a un apprentissage. Il y a énormément. Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères un budget? Comment est-ce que tu gères le budget de ton ministère? Même parfois, on rien que c'est la correspondance administrative. Il y a des gens, la correspondance administrative, moi je suis petit chef d'entreprise, parfois vous recevez des courriers, vos cheveux montent en l'air parce que vous recevez des courriers qui sont quand même d'un certain haut niveau. Quand vous regardez les fautes qu'il y a dedans, vous dites attention, il y a un problème. Donc, il y a des compétences à acquérir. Ces compétences-là, elles peuvent venir grâce à cette expérience. Mais aujourd'hui, la seule personne qui a les cartes en main, c'est celui qui a gagné. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Personne ne peut lui dire il faut faire ça ou ça. C'est lui qui a la liberté de dire bon, ben, écoutez, moi je vais faire ça ou non, je ne vais pas faire ça. En tout cas, nous sommes sûrs que personne ne lui a imposé le choix de commissaire l'homme Classou. Maintenant, quels sont les défis qu'il doit relever, selon vous? Pour moi, le premier défi, c'est de réconcilier davantage les Togolais. Vous savez, cette élection, au-delà du fait qu'il n'y a pas eu de contestation, a laissé un goût d'inachevé. C'est-à-dire, avec ce que nous avons vu à la CENI, avec une contestation, même si elle est plutôt molle, hein, et n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2010, laisse un goût d'inachevé parce que les gens ont plutôt l'impression que les élections ne changent rien au Togo. Et donc il va falloir qu'on réconcilie un peu les Togolais avec les politiciens, parce que moi ce que j'ai remarqué sur le terrain... Avec les politiciens ou avec les institutions? Avec les politiciens d'abord. Il y a une sorte de résignation de la part des Togolais. Les Togolais aujourd'hui ne pensent pas que la politique peut changer leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir améliorer. Ça, même un sondage Afrobaromètre l'a montré. Voilà, donc du coup, bon, ben, les gens, à la limite, c'est pour ça que vous avez l'impression que les gens disent en même temps mieux, quoi. C'est-à-dire que celui qui peut me trouver quelque chose, il prend un coup de nom. Voilà, de toute façon, que ce soit lui ou l'autre, c'est la même chose. Donc, il faut d'abord réconcilier. Mais ça, c'est un travail qui doit commencer tôt, mais qui ne va pas être résolu avant un certain temps. Pour moi, il y a, après cette question qui est plutôt une question de cohésion nationale, il y a trois priorités. La première, c'est la décentralisation. C'est la décentralisation. Il n'y a pas de développement possible sans décentralisation. Pensez au local. Au local. Il faut absolument aller au local. Parce qu'on peut nous donner 1000 fois le budget des États-Unis. Si nous n'avons pas les locales, si nous continuons à faire cette gestion très centralisée et très concentrée, parce qu'en fait, il faut associer décentralisation et déconcentration. Si nous ne le faisons pas, ben, nous allons continuer à perdre de l'argent. Parce que parfois, vous avez l'impression que l'argent s'évapore entre le moment où il quitte le gouvernement, les ministères, et le moment où il arrive à son usager final, qui est le paysan, qui est l'artisan sur le terrain. Non, il faut décentraliser pour que les transferts de pouvoir et de compétences soient plus efficaces. Que la gouvernance de proximité soit une réalité. Et il ne faut pas se tromper, ça mettra du temps. Ça mettra 5, 10, 15 ans. Nous ne pensons pas que la décentralisation va commencer à avoir des fruits à partir de 2015 ou 2016. Ça va mettre du temps parce qu'il y a des apprentissages à faire. Mais il faut le faire. Le deuxième, il faut qu'on évacue la question des réformes. Et s'il faut parler de leçons qu'on a retenues, c'est qu'il faut absolument réformer notre code électoral. On ne peut pas continuer à avoir une CENI telle qu'elle est, avec les résultats qu'on a vus, avec le cafouillage qu'on a vu. Il faut absolument tirer les leçons, faire les réformes politiques, les réformes institutionnelles, les réformes constitutionnelles. Il faut le faire, mais il faut le faire vite, pour que ces réformes-là puissent bénéficier aux élections locales qui viennent. Donc ça, c'est très important. Je considère que même si ce n'est pas trop tard, on peut au plus grand tard d'ici la fin de l'année faire une bonne partie des réformes en s'appuyant sur l'Assemblée nationale, bien entendu, puisque c'est elle qui va les acter.
Et donc, les réformes sont très importantes, il faut qu'on évacue. La décentralisation, c'est très important. Après, il reste le grand problème du développement, avec la question de l'emploi des jeunes. Par an, vous avez 70 000 jeunes demandeurs d'emploi qui viennent sur le marché. Et la réponse que nous avons, nous n'arrivons pas à fournir par an 10 000 emplois. Nous n'arrivons pas à fournir 15 000 emplois. Donc, du coup, la question du chômage risque un jour d'exploser au visage de notre pays, comme ça a explosé dans d'autres pays. Donc ça, c'est une question qui dépasse tous les clivages politiques. En réalité, quand vous avez du boulot et que vous demandez, quelqu'un vous donne le travail, vous ne vous posez pas la question, est-ce qu'il est de UNIR, net, ANCK? Vous cherchez le boulot, on dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc ça, c'est une question qui est très importante, et c'est une question sur laquelle, à la limite, même l'ensemble de la classe politique, opposition comme pouvoir, peut trouver ensemble des solutions. Il faut savoir comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le problème de l'emploi, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la vie chère au Togo. Et après, ce n'est pas accessoire, mais c'est le 4e niveau de l'action, agir sur les services sociaux de base. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'hôpital togolais, les services de santé togolais sont malades. Donc, la question des services de santé, la question de l'école, on a une baisse de niveau terrible. Vous prenez quelqu'un aujourd'hui qui a un master, vous n'êtes pas en mesure de faire 15 minutes de discussion, d'abord en français. Maintenant, après, quelqu'un me dit que le français n'est pas notre langue, mais bon, c'est elle qu'on apprend à l'école. Mais après, d'un certain niveau, c'est la question de la culture générale. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont jusqu'au doctorat sans avoir jamais lu un livre, autre que les livres scolaires, et qui ont trait à leur formation. Qui n'ont pas lu un roman, qui n'ont pas lu même une bande dessinée, tout ça. Et donc, où la culture générale est complètement réduite. Donc ça, c'est des questions qui sont importantes. La question aujourd'hui du genre, on a une société qui a 50-51% de femmes, mais quand vous prenez à tous les niveaux, les femmes représentent à peine le tiers ou bien un cinquième dans la fonction publique, dans les postes de responsabilité. Donc ça, c'est le 4e niveau. Les 3 premiers niveaux, c'est la décentralisation, la question des réformes et ensuite l'emploi des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui doit être commencé tout de suite. On ne peut pas dire après, c'est tout de suite. Et on doit pouvoir faire les 2 premiers même en 2015 pour attaquer le reste. La question de l'emploi des jeunes qui est une bombe à retardement. Là, pour y arriver, une dernière question sur le sujet. On a besoin d'un Premier ministre fort? Non. Parce que au Togo, nous sommes dans une sorte de présidence, de régime présidentiel. À partir du moment où c'est le président qui n'est pas obligé de nommer un président dans la majorité parlementaire. C'est le président qui nomme un président. C'est le président qui a la légitimité des urnes. Ce n'est pas le Premier ministre. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'un président fort. Un Premier ministre, ce dont on a besoin d'un Premier ministre qui travaille en symbiose et qui travaille en harmonie avec le président. On ne peut pas se permettre, de toute façon ça ne peut pas avoir lieu, d'un Premier ministre qui n'est pas en phase avec le président. On a besoin d'un Premier ministre qui est en harmonie avec le président. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je crois que le fait de prendre quelqu'un du sérail qui a sans aucun doute bien étudié le programme du président sortant, ou bien entrant, c'est comme vous voulez, ça peut faciliter la tâche parce que la période de latence et d'apprentissage est complètement réduite, puisqu'il n'y aura plus un apprentissage du programme du président, il n'y aura plus une adaptation, mais il y aura une exécution immédiate. Alors là, si on a un nouveau Premier ministre maintenant, c'est parce que les élections présidentielles, l'élection présidentielle dernière a donné vainqueur fort et Swazimna Gnassingbé. Vous, au moins, vous ne contestez pas sa victoire? Non, vous savez, nous sommes allés même plus loin. Nous avons publié les résultats que nous avions au niveau des CENI. On n'est pas allé jusqu'au CENI, jusqu'au bureau de vote, parce que vous savez, ça fait 8994, ça fait. Mais nous avons publié les résultats au niveau des 42 CENI. Nous avons dit, au lendemain du scrutin, qu'il y avait des irrégularités. Et nous le maintenons. La première irrégularité concerne la disponibilité des ressources. Aujourd'hui, quand vous comparez les ressources mises en place par le candidat sortant et les ressources de l'opposition, il n'y a pas photo. On ne peut même pas les quantifier tellement elles sont d'origine diverse. Donc la première irrégularité, qui est sur le plan de l'équité, elle est là. Nous avons déjà posé cette question au ministre Bawara qui nous a dit que si le parti au pouvoir, si le chef de l'État est capable d'engranger des ressources, des gens sont capables de mettre de l'argent à sa disposition, ça c'est pas sa faute à lui. Non, mais le problème, c'est pas... La question, c'est que le code électoral dit 2 choses. La première, qui est de 2011, qui dit que le Premier ministre, 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 le
c'est que le plafond, 500 millions. c'est 500 millions. Je ne rentre pas dans le... Rien ne nous dit qu'il a déplacé dans le budget. Non, ce qui est particulier, ce que nous avons vu sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas de gestion centralisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça se trouve, si vous allez regarder dans les comptes du Parti Unir, peut-être c'est 200 millions qui a été dépensé. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on revoie notre code électoral. Parce que tout citoyen peut se lever, participer de façon active au scrutin. Ça, on ne le comptabilise pas dans le compte du candidat. Voilà, ça, c'est des dépenses de campagne, mais qui ne sont pas comptabilisées dans le compte du candidat. Et c'est parce que notre code électoral n'est pas suffisamment complet. C'est à cela que vous voulez qu'on arrive? C'est à cela que je veux qu'on arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tout le monde peut se lever, je suis peut-être un riche commerçant ou bien un riche homme d'affaires. Je dis, ok, ben écoutez, M. Guéritama, c'est mon ami, je vais mettre 3 milliards pour faire enfin, pour faire sa campagne, je vais acheter des spots télévision, tout ça. Et qu'on dise, oui, mais de toute façon, Guéritama n'a dépensé que 112 millions, mais si quelqu'un lui a offert, c'est pas grave. Comprenez bien que l'équité sur laquelle nous voulons partir, ben, elle est complètement compromise. D'autant plus que nous avons dit que le plafond, c'est 500 millions. C'est-à-dire qu'il faut voir de quel type de démocratie nous voulons. Aux États-Unis, vous pouvez dire, je ne prends pas le financement public et y aller sans limite. Sauf que nous, dans notre modèle social, nous n'avons pas un fisc qui demande aux gens, justifiez-nous l'utilisation de vos ressources. Si vous avez un fisc qui justifie, vous êtes obligé à la fin de l'année de dire, bah, écoutez, oui, le monsieur qui vient dire, bah, monsieur Guéritama, je vous aime bien, je vous donne 4 milliards, bah, il doit pouvoir justifier dans ses comptes. D'abord, lorsqu'il a trouvé 4 milliards, pour pouvoir les claquer par la fenêtre, et ça va lui être imposé. Parfois, il y a une partie qui est imposée, mais ça va lui être imposé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un système qui a autant de lisibilité. Donc, n'importe qui peut se lever pour dire, ben, moi, je soutiens. Et on doit pouvoir mettre en place, comme l'autre code électoral dit, c'est-à-dire que tout ce qui est les artifices qu'on met pour essayer de donner aux gens de gauche à droite, c'est des choses qui sont normalement interdites par notre code électoral. Donc, ce que nous on demande, c'est une meilleure lisibilité de notre code électoral et une réforme complète. Parce que à partir de là, c'est que le premier décalage, il partait de là. C'est-à-dire que la différence de ressources, elle est énorme. Je ne vais pas parler à la limite, on peut dire que les fonctionnaires sont libres d'aller faire campagne pour qu'ils veulent. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce truc. Donc ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, et nous, on l'a dit en disant que ce n'est pas forcément à l'actif du candidat, mais malheureusement, vous avez encore certaines personnes qui pensent qu'on est dans l'ancien temps, et nous, on l'a vu sur le terrain, qui continuent à menacer les gens. Pourquoi vous allez soutenir des opposants? Parce que dans certains esprits encore, être opposant, c'est un crime de lèse-majesté. Donc il y a des gens, malheureusement, de la vieille école, qui continuent sur le terrain à faire des choses qu'on pensait que c'était révolu. Bon, là aujourd'hui, il revient aussi à ces personnes qui sont menacées de pouvoir porter plainte. Oui, mais vous savez, par exemple, nous on a appris dans les couloirs qu'au niveau du Parti Uni, il y a même un ministre qui est actuellement ministre dans le gouvernement, qui a été sanctionné au niveau du parti parce qu'il a fait un peu trop de zèle dans sa région. C'est ce que j'ai dit. Nous, ce que nous avons dit à notre niveau, c'est que nous avons des éléments pour faire des recours. Mais, M. Samuel, j'ai 1%. Quelqu'un a 58%. Mais recours, si on en venait à annuler les bureaux de vote, les centres de vote, où je peux faire des recours, ça ne remettrait pas en cause l'issue du scrutin. Donc l'intérêt du recours, il n'y a aucun intérêt pour faire des recours à mon niveau. Mais ce que nous avons fait au niveau direct, dès le lendemain de la proclamation de la CENI, nous avons appelé, le seul parti à la limite qui aurait pu faire un recours, c'était M. Jean-Pierre Fabre. Donc nous avons appelé en disant, je ne sais pas si vous allez faire des recours, mais si vous voulez faire des recours, nous on a quelques éléments à notre niveau, qui ne peut pas, à notre niveau, modifier, mais qui peut peut-être vous permettre, parce que ce que les Togolais veulent, c'est la vérité des urnes. Ce que les Togolais veulent, c'est de se dire, ok, nous sommes allés, c'est telle façon qui a gagné, sans qu'on ait tous ces, vous savez, on fait toujours les élections, on dit non, personne n'a gagné. Du coup, on ne sait jamais si quelqu'un va jamais gagner les élections. Alors, justement, là, vous sortez le mot, la vérité des urnes. Ce que la CENI nous a donné, est-ce que vous aviez, est-ce qu'il y a eu une nette différence? Non. Non, il n'y a pas. C'est Faure Gnassingbé qui a gagné l'élection. Ben oui, non. Alors, du coup, comment comprenez-vous que certains, depuis, disent que c'est eux qui ont gagné, qu'ils ont les résultats, qu'ils vont les proclamer? Ben, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Écoutez, on a les résultats. En 2010, on a dit qu'il y avait des compilations, des centres de compilation. Et c'est parce que, bon, Titi Pina, à l'époque, a envoyé des gens aller saisir les choses. Cette année, il n'y a rien. Cette année, je vous ai dit, nous, on a mis en ligne nos résultats, sur les CELI au moins.
et dans l'ensemble de ces CELI, les représentants des partis politiques, nous on n'a pas de représentants officiels dans les CELI, mais dans les représentants, en dehors de CARA, où le président, le représentant du CAP a refusé, les deux représentants du CAP ont refusé de signer, dans les autres, les représentants ont signé. Il y a 6 CELI dans lesquels il y a toujours 1 ou 2 personnes, mais dont on ne nous a jamais donné exactement l'explication pourquoi la personne n'a pas signé, n'ont pas signé. Mais pour le reste, tous les représentants de l'opposition ont signé, tous les représentants des candidats ont signé. Donc aujourd'hui, moi je mets en défi quiconque me présente des résultats qui donnent autre chose que ce que la CENI a dit. C'est pas ce que vous comprenez. On parle tout à l'heure des intimidations. Mais si on a intimidé quelqu'un, qu'il ait signé ou pas, le protocole sur lequel, le règlement sur lequel nous existons, c'est que quand le PV est signé par l'ensemble des acteurs, c'est que ce PV-là est valide. S'il n'est pas signé par l'ensemble des acteurs, ou bien s'il y a des recours, ou bien des observations, ce PV-là peut faire donc l'objet, bien entendu, d'une étude supplémentaire, et c'est ce qu'on aurait pu faire avec les 6 PV de CELI dont j'ai parlé, en faisant recours à l'Assemblée nationale et au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais à partir de ça, aujourd'hui, nous, les résultats que nous avons, qui sont issus des CELI, où nous avions nos délégués, ben, ces résultats-là, aujourd'hui, donnent M. Fognasimbe vainqueur, et il n'y a pas d'autres résultats. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Si quelqu'un a d'autres, ben, qu'il est présent, ça fait maintenant un mois que les résultats sont finis. Non, il n'y a pas d'autres résultats. Moi, en tant que candidat, j'aurais aimé avoir d'autres résultats. Pour expliquer, parce que, qu'on le veut ou non, nous tous, on a connu un échec. Oui. Et donc, pour expliquer, par exemple, notre échec, j'aimerais expliquer pourquoi dire aux gens, écoutez, je me suis présenté en disant, je suis le candidat de la jeunesse, en réalité, les jeunes ont voté pour moi, mais on m'a triché, voilà les vrais résultats. Mais je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Donc, si une leçon qu'on doit tirer, c'est de se dire, soit c'est notre message qui n'était pas bon, soit c'est la façon dont de présenter ce message qui n'était pas bon. Nous, on a tiré d'autres leçons, peut-être on en parlera, mais il n'y a pas d'autres résultats. Il n'y a pas d'autres résultats. Et il n'y a pas des raisons pour autre chose, puisque dans ces listes, les gens qui avaient des réserves ont écrit, quand vous regardez les résultats, les réserves ont souvent été mentionnées par les représentants, souvent même des partis de l'opposition. Donc non, il n'y a pas d'autres résultats, il n'y a pas quelque chose qui est caché quelque part. Aujourd'hui, vous avez 5 candidats qui sont là. Les réserves, les irrégularités, le parti a dit, en a parlé, le NET en a parlé, et je pense même que le MCD en a parlé, donc le CAP 2015 en a parlé. C'est vrai qu'il y a des irrégularités, mais ces irrégularités, malheureusement, ne sont pas de nature à inverser, à modifier les résultats qui ont été proclamés par la CENI. Et puis, j'aimerais dire une seconde chose. C'est que si les résultats sont de nature à modifier, le code électoral annule tout simplement les résultats. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous avions des recours qui permettraient de dire les résultats fournis par la CENI sont différents des vrais résultats, il y a juste une annulation du scrutin. Il y a pas, on ne peut pas, comme malheureusement, je pense que ça a été plutôt maladroit, comme on l'a fait ailleurs en disant, si nous mettons de côté 16 CELI, donc ça nous gagnons. Si on met de côté 16 CELI et les résultats sont différents, on annule le scrutin, on le fait un autre scrutin. C'est ce que l'article 143 dit. Donc c'est pas, voilà, c'est-à-dire, je trouve que, c'est pour ça que je dis c'est une mise en scène, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi, à partir du moment où on a posé certains actes. Ce qui nous a profondément divisé avec nos amis du CAP, c'était quoi? C'était que nous, on considérait qu'il fallait absolument faire des concessions pour aller à ces élections, parce que nous trouvions que aller à une élection avec les 2 tours avait plus de chances d'être favorable à l'opposition. D'une part parce qu'on aurait plus de candidats, le cas sans aucun doute aurait été là. Donc chacun va rafler un peu dans son coin. Peut-être qu'en ce moment-là, même certains candidats qui étaient comme des outsiders, peut-être qu'on n'irait pas faire une campagne au niveau national, mais qu'on se concentrerait plus dans des endroits où on pense qu'on peut avoir plus de voix. Quand on prend les résultats de nous 3, ADI, MCD et NET, mais ça fait à peine quoi? Ça fait à peine peut-être 100%. Ça fait 6%. Donc ça tourne autour de 100 000 voix. 100 000 voix, il y a des préfectures qui ont plus de 100 000 électeurs. Donc ça veut dire que en se concentrant même uniquement sur une seule préfecture, on aurait pu avoir le même résultat qu'on a eu à l'échelle nationale. Donc, on aurait pu imaginer qu'avec une élection à 2 tours, on aurait pu même se répartir les zones d'influence et de travail pour maximiser. Sachant que, en faisant la réforme aujourd'hui, nous serons rassurés
que le président, Faure Gnassingbé, n'aurait à tout pour tout, au pire des cas, en regardant à l'aune de l'opposition, n'aurait en tout cas pour tout que deux mandats encore à faire. Aujourd'hui, c'est que nous sommes toujours dans le flou total et que bon, ben, on peut se retrouver dans une situation qui nous donne, en plus du mandat actuel, trois mandats. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à ceux qui ont dit, nous savons que nous avons les moyens de remporter cette élection. Nous, on s'est entre guillemets fâché avec la CDPA parce que la CDPA disait, nous, on n'a pas confiance aux autres partis sur la fiabilité des délégués qui vont mettre dans les CENI. Donc aujourd'hui, à partir du moment où les gens ont pris des gens qui étaient fiables et qu'ils ont mis dans les CENI et qu'ils ont mis dans les bureaux de vote, on ne peut plus contester les résultats qui sont sortis à la seule condition d'avoir d'autres résultats, d'autres PV qu'on peut présenter même avec un mois de retard en disant, ben voilà les vrais PV. Et nous autres, on va regarder pour voir si finalement c'est nous qui avons été abusés par nos délégués. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est la contestation, oui, mais la contestation doit se reposer sur autre chose que des simples incantations comme on les entend. Ah, parce que c'est ce qui se fait actuellement. Aujourd'hui, c'est ce que je dis. En 2010, ce qui avait empêché qu'on amène d'autres preuves sur la victoire de l'opposition, c'était que on est venu enlever les PV qui étaient en train de consulter. Et en 2015, non seulement on n'a pas eu ça, mais c'est que aujourd'hui, moi, directement, président du NET, j'ai les PV de bureau de vote, contrairement à ce que j'entends de gauche à droite, qu'on n'a pas présenté de délégués. Bon, bref, ça, c'est autre chose. J'ai les PV des délégués de vote, les autres candidats les ont. Et donc, à la limite, ce qui va se passer, ou bien ce qui peut se passer, c'est qu'on puisse présenter au peuple togolais d'autres PV qui disent non, mais la réalité, c'est que nous avions voulu être seuls parce que les brebis galeuses, comme le NET, c'était des gens qui n'étaient pas fiables. Nous avons voulu être seuls. Nous avons mis en place, dans les bureaux de vote, dans les CENI, des personnes qui étaient fiables. Et aujourd'hui, voilà les résultats, les vrais résultats que nous avons. En oubliant même peut-être le délai de saisine de la Cour constitutionnelle, mais au moins, c'est que toute l'opinion togolaise sera édifiée. On dirait, mais vous voyez bien que, voilà, il y a eu des malversations, les gens n'ont pas... voilà, les gens ont voté pour telle personne et puis on a mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que la vérité, ce que la CENI a publié, c'est ce qu'on a allé chercher sur le terrain. Donc oui, moi je considère qu'aujourd'hui c'est une sorte de mise en scène parce que bon, ben, il y a aussi une obligation de dire quelque chose aux militants. Mais s'il y a un bilan à faire de cette élection, ben, ce bilan-là, on doit pouvoir se poser la question, comment faire pour que les résultats changent? Parce que quand on prend les résultats de 2017 et de 2015, il n'y a quasiment pas de différence. 60%, 58%, 34%, 35%. Quasiment pas de différence. Dans un pays où le malaise social est au plus élevé, au niveau le plus élevé, où la front sociale était à un niveau le plus important, c'est-à-dire que nous, de l'opposition, moi y compris. Vous n'êtes pas l'alternative. Nous ne sommes pas, non seulement, est-ce que c'est pas que nous sommes, mais c'est que nous n'avons pas encore trouvé le bon message, nous n'avons pas trouvé la bonne stratégie pour pouvoir permettre au peuple togolais d'expérimenter. Ou la bonne personne aussi. Bon, je ne sais pas, on était quatre. Il y a un parti qui parle de l'oiseau rare. On était 4, donc peut-être sur les 4 carrément, on espère qu'il y avait quelqu'un qui tenait la route. Ou bien la bonne personne, j'en sais rien. Mais je crois que... Auré parle de l'oiseau rare. Ben, l'oiseau rare, moi je ne sais pas où on va le trouver. Il y a 6 millions de Togolais qui sont ici. Chaque fois qu'on a essayé de faire venir des gens de l'extérieur, ça n'a jamais marché. Non, parce que depuis des années, c'est les mêmes qu'on voit. Hein. Peut-être vous êtes un jeune parti, mais c'est les moi, mêmes têtes qu'on voit sur la scène politique. En 2010, je ne connaissais pas M. Dumont-Auré. Il est devenu ministre. Donc c'est une nouvelle personne qui est arrivée sur l'échiquier. Moi, en 2010, je n'étais pas là. Je suis rentré en politique en 2012. Donc oui, non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelles. Moi, je parle des caciques. C'est les mêmes personnes qu'on voit depuis 90. Ah oui, mais c'est les mêmes personnes. Alors que quand vous prenez aujourd'hui le Togo, il y a de plus en plus de jeunes, les moins de 19 ans, les moins de 25 ans sont nombreux, ils n'ont pas connu la Constitution, les luttes intestines n'ont pas connu cela. Il faut que le discours change, mais c'était que les personnes changent. Mais c'était ça notre pari. Le pari du NET, c'était quoi? C'était d'avoir nos discours et d'autres personnes. Est-ce que ça marchait? Non. Pourquoi? Mais ça n'a pas... Bon, moi je pense, l'analyse que nous avons faite, elle est de 3 sortes. La première, c'est que nous avons un électorat très clivé. C'est-à-dire qu'on vote soit dans une sorte d'esprit de revanche, en disant, ok, voilà, ou bien on vote dans une sorte d'esprit de conservation des acquis. C'est-à-dire que vous avez des gens qui nous ont dit, moi vous savez, j'ai pas de gueule de langue de bois, qui nous ont dit, ouais, mais monsieur Taïdétan, vous avez un bon discours,
Mais bon, cette année-là, il faut que Fort gagne d'abord. Parce que si on vote pour vous, ça veut dire qu'on donne encore la possibilité à ce que Fabre vienne gagner. Bon. Et d'autres personnes ont dit la même chose en ce qui concerne Fabre. Ah non, non, monsieur Djelitama, honnêtement, en 2020, on votera pour vous parce que vous avez un très bon discours. Ou bien si on avait des élections à 2 tours, on aurait voté pour vous. Mais si on vote pour vous, ça veut dire que c'est une voix de moins pour chose. Donc, on a un électorat qui est très clivé. Et en ce moment-là, quand vous avez des gens qui ont ce langage-là, les discours, les projets politiques ne servent à rien. C'est-à-dire que vous faites un projet politique, c'est gentil, on dit ah oui, mais tout ce qu'il dit là, c'est vrai, mais mon frère, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc ça, c'est d'abord le type d'électorat. Le deuxième, c'est le mode de scrutin. C'est-à-dire que quand vous avez un scrutin à un seul tour, c'est le vote utile tout de suite. Je suppose, là on saura plus tard, que si nous avions un mode de scrutin à 2 tours, le vote de sympathie a lieu au premier tour et le vote utile a lieu au deuxième tour. Donc, le vote de sympathie peut aller jusqu'à créer une surprise, comme on a eu en 2001 en France, où les gens disent, bon, on vote pour telle personne d'abord, et puis après, au deuxième tour, et puis on a une surprise. Mais le vote de sympathie. Et puis, le troisième, c'est que l'occupation du terrain. L'occupation du terrain, avec toutes les méfiances. Moi, j'ai une part indélébile, je suis un ancien militaire. Et ça, je ne pourrais jamais empêcher qui que ce soit de se poser des questions sur cet ancien militaire-là. Comment il a fait pour quitter l'armée? Il est venu faire la politique, on ne l'inquiète pas, ainsi de suite. Ça, c'est une réalité. On a un problème. Oui, ben, peut-être parce que dans la tête des gens, le Togo n'a pas encore changé, alors que le pays a changé. Ben oui, non, c'est ce que je dis. Et vous en êtes la preuve. Nous avons des préjugés. Moi, quand j'essaie d'expliquer à quelqu'un que je n'ai personne derrière moi, que j'ai galéré avant de trouver les fameux 20 millions même derrière pour aller déposer, mais personne ne croit, on dit non, mais écoutez, lui là, il prend l'argent chez fort. Quand vous pensez qu'un soldat va quitter dans ce pays-là, dit qu'il fait la politique, il va, il parle, il y a sur la télévision là, on ne lui fait rien, c'est que là on ne voyait pas quelqu'un. Et moi j'ai la preuve que ce pays-là a profondément changé. Que moi, que je puisse quitter l'armée, que je puisse aujourd'hui rencontrer des militaires avec lesquels je parle sans aucun problème, que je puisse, comme je suis en train de le faire, venir sur un plateau parler et sortir, reprendre ma voiture sans escorter rentrer chez moi, ce pays a changé. Mais c'est que on ne veut pas comprendre que ce pays a changé. Et donc ça c'est aussi une réalité. On a encore un problème, on ne veut pas le dire, mais c'est une vérité. On a un problème nord-sud dans ce pays. Il y a des gens qui, ça vaut autant pour le nord que pour le sud, il y a des gens qui vont au nord pour dire aux gens, écoutez, vous là, si vous votez les gens du sud, vous savez, c'est comme ça en 90, hein, on va vous envoyer, donc votez pour les gens du nord. Et vous avez des gens ici qui vous disent non, mais écoutez, bon, les gens du nord là, ça suffit. On ne va pas encore se lever pour aller. Il faut que le pouvoir revienne au sud. Donc c'est des préjugés. Malheureusement, c'est des préjugés sur lesquels nous tous on fait semblant comme si ça n'existait pas. Il n'y a pas d'homme politique qui a le courage de dire oui, mais ça c'est des préjugés. Il faut qu'on cesse de dire que quelqu'un du nord ne peut plus gouverner le Togo parce que bon, ben, les nordistes sont au pouvoir depuis longtemps. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'il vous appartient quand même d'orienter votre cible, hein, de parler plus à la jeunesse qui n'a pas vraiment connu ces choses-là, oui, et qui décide aujourd'hui, parce qu'une bonne partie de la population togolaise, c'est la jeunesse d'abord. Troisième élément de la cause de cet état de choses, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de la résignation. Malheureusement, les jeunes ne s'intéressent plus réellement à la politique. Les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. C'est-à-dire, oui, parce que est-ce que nous faisons de la politique au Togo? Mais comment nous sommes dans un combat de personnes. Non, mais moi je crois. Il n'y a pas d'idées là. Moi je crois. Est-ce que vous voyez des idées? Oui, moi je quand crois vous suivez aujourd'hui les débats sur des grandes chaînes, vous voyez des idées. Non, mais... le socialisme, c'est une idée. Vous avez aujourd'hui des gens qui changent le nom de leur parti politique parce qu'ils veulent une orientation. Vous avez des gens qui font de la politique des idées, alors que là, on est encore dans la politique des personnes. Non, en fait. Moi, je crois que vous avez dit une chose qui était très importante, c'est que le Togo change. Mais nous-mêmes, c'est un peu comme vous voyez, la Terre tourne, mais on ne se rend pas compte qu'elle tourne. Parce qu'on ne la voit pas tourner. Le Togo change. Mais en 2-3 ans, combien de nouveaux acteurs politiques vous avez sur le terrain? Vous avez Djelitama, vous avez Djimoré, qui n'était pas, avant de créer son parti, qui n'était pas visible. Vous avez Alberto Olympio, vous avez mon ami de santé du peuple, Dr Kwessan. Vous avez Chikwi Achadam. Vous avez de nouvelles personnes qui sont arrivées sur le terrain et qui matérialisent un renouveau.
Mais vous avez toujours aligné derrière les anciens. Non, du tout. On ne voit pas la nouveauté dans vos idées. Vous n'avez pas un discours nouveau. Vous entrez dans les coalitions créées par les anciens avec leurs idées qui ont leur façon de faire la politique. Justement, parce qu'on s'est rendu compte que on est arrivé, nous par exemple, nous sommes arrivés en 2012. On était plus ou moins flattés que les anciens demandent à travailler avec nous. Et nous restons toujours persuadés, et ces élections-là l'ont prouvé, qu'il faut absolument avoir une approche monolithique et globale pour pouvoir faire face au parti au pouvoir. Donc oui, dire ok, on veut travailler ensemble sans forcément y perdre notre âme. Et parfois même se dit qu'en travaillant avec les anciens, nous allons aussi sans aucun doute modifier leur façon de voir les choses, parce qu'on a une autre façon de voir les choses. Et ce sont eux qui vous écrasent? Non, mais ce sont ceux qui essaient de nous écraser. On ne se laisse pas faire, et c'est pour ça que le net, comme d'autres partis, finissent par sortir des regroupements. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, peut-être il y a une recomposition qui est en train de se faire, malheureusement, c'est qu'elle va se faire lentement. Et c'est ça qui fait qu'il y a des partis qui viennent, qui disent, bon, on veut travailler ensemble. Et après, quand ils se rendent compte que, mais on est en train de perdre notre âme. Parce que les raisons pour lesquelles on est rentré en politique, c'est parce que nous sommes partis du principe qu'il y avait un échec relatif de la classe politique ancienne. Et nous disons, nous voulons faire, notre leitmotiv, c'est quoi? Faire la politique autrement. Mais nous arrivons, nous voulons faire la politique autrement. Faire la politique, faire de projets. Nous avons, pendant la campagne, avant la campagne, nous sommes peut-être souvent l'un des partis qui intervient sur les questions économiques, sur les questions de développement, sur les questions structurelles. Mais quand vous intervenez sur les questions, même vous, de la presse, vous les médias, vous êtes parfois complices. Quand un parti politique va parler tout à l'heure de la décentralisation, ça n'intéresse personne. Mais quand il va parler, il va dire fort n'a qu'à dégager. Là, tout le monde dit ouais, mais voilà, c'est-à-dire que ça fait la une des médias, c'est celui qui est le plus heurté, c'est lui qui passe. Quand vous allez, je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait une série de 5 propositions à l'issue, quand il y a eu les accidents, un accident d'un bus, il y a eu plusieurs de morts, et puis j'ai fait une série de 5 propositions pour améliorer la sécurité routière. J'ai envoyé une copie au ministère de la Sécurité, j'ai envoyé dans la presse, personne n'intéresse personne. Donc bon, voilà. Mais si j'ai à faire un communiqué qui fustige, avec des mots très crus et très durs, le pouvoir en place, ou bien mes amis de l'opposition, ça aurait fait la une. Donc il y a un défi, mais qui est un défi systémique au niveau de l'ensemble des acteurs, que ce soit la société civile, qui a cessé de faire son travail de société civile, qui s'est entièrement politisée et qui devait être la sentinelle, qui ne joue plus son rôle de sentinelle. On ne peut pas être content d'entendre ce que vous dites. Non, mais bon, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de nous, opposition, et que ce soit au niveau du parti au pouvoir, c'est que tout le monde a délaissé le champ de la réflexion, de l'éthique, et a investi complètement le champ politique. Où on dit que telle personne dégage, ou bien telle personne reste à vie. C'est tout. C'est-à-dire que le discours togolais est devenu manichéen. C'est to be or not to be. Point. Moi, je ne vois pas vraiment la réponse à ma question. Je vous dis, la cible aujourd'hui, qui doit être la jeunesse, qui représente une grande partie de la population, plus de près de 40% de la population. Est-ce que vous ne pensez pas que cette jeunesse-là n'a pas encore été conditionnée par les anciens discours et que c'est un terrain favorable pour vous? Mais l'ensemble de notre discours, en ce qui concerne le net, et puis je pense même qu'une bonne partie des autres partis politiques, surtout jeunes, mais l'ensemble de notre discours s'adresse aux jeunes. Aujourd'hui, vous prenez M. Alberto Olympio, vous prenez Jerry Tama, nous sommes peut-être aujourd'hui les 2 champions des réseaux sociaux. Où les jeunes, moi aujourd'hui, quand je publie quelque chose, parfois j'ai 1000, 2000 personnes qui viennent commenter. Mais quand vous regardez le fond des commentaires, vous écrivez un texte d'une demi-page et vous vous rendez compte qu'une bonne partie de ceux qui viennent commenter n'ont même pas lu la première page. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est systémique, c'est que pour que vous ayez une jeunesse qui est réceptive de votre message, il faut qu'au niveau de l'apprentissage, que le réceptacle soit prêt. C'est-à-dire que c'est comme un moule. Pour que vous mettez, il faut qu'il y ait le moule. S'il n'y a pas de moule, si c'est plein, il ne faut rien mettre. Aujourd'hui, c'est que notre éducation à refaire. Moi, je suis heureux même qu'on commence à ramener l'éducation civique et morale dans les lycées. Parce que la chose politique, la chose sociale, l'intérêt général de toute façon n'intéresse plus notre jeunesse. Et c'est un problème. Donc du coup, quand vous faites vos débats politiques, soit le jeune, quand il arrive au débat politique, il zappe. Donc c'est les cadres qui écoutent, qui regardent les débats politiques. Et puis, à la fin, ils votent par quoi? Par mimétisme. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne votent pas mimétisme. Bon, on va voter pour qui cette année?
Ah non, non, pas pour l'autre là, il faut le laisser. De toute façon, si c'est Djeritama, de toute façon, il va prendre l'argent chaud fort. Donc bon. Donc on va voter pour telle personne. Ou bien, pourquoi aller voter pour Djeritama s'il prend l'argent chaud fort alors qu'on peut voter pour en même temps? Donc on vote pour fort. Donc c'est ce qu'il faut, il faut mettre en place un système. Mais c'est l'ensemble de tous les acteurs. Faire des agora où on amène les jeunes peut-être à écouter les messages des hommes politiques. Parce que quand on fait un meeting, c'est pas forcément que les hommes politiques viennent. Et que les jeunes viennent. Mais peut-être faire des agoras. Il y a des associations qui peuvent faire des agoras, des réunions politiques où on demande à un homme politique de venir parler des choses politiques. Aujourd'hui, quel est le type de code électoral que nous avons? Moi, entre-temps, on a voulu faire des formations. La constitution togolaise, une bonne partie des jeunes ne connaissent pas la constitution togolaise. Donc c'est un problème qui est réel, mais qui doit être pris en compte par l'ensemble de la classe politique, les médias y compris, parce qu'on s'est rendu compte que souvent, c'est les gens qui ont des discours à l'emporte-pièce, qui font la une des journaux, qui font la une des éditions, et que ceux qui font des propositions concrètes pour l'amélioration de critiques constructives, mais souvent ces gens-là ne vont pas loin. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Mais il faut remettre en place l'éducation politique des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la démocratie, il y a 3 conditions pour qu'il y ait la démocratie. Il faut d'abord qu'il y ait le réceptacle politique, nous disons, on a les institutions, qui on peut dire qu'elles sont là, qu'elles ne sont pas là, elles fonctionnent. Ensuite, il faut qu'il y ait des citoyens. Et un citoyen, c'est quelqu'un qui connaît ses droits et qui peut et ses devoirs. Et donc, c'est quelqu'un qui comprend le jeu politique. Le 3e élément, c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie au Togo, c'est quoi? C'est-à-dire qu'avoir une classe moyenne indépendante. Si vous n'avez pas les 3 éléments, la démocratie est difficile à obtenir. Vous pouvez avoir les institutions, mais si vous n'avez pas de citoyens qui savent pourquoi ils votent, ça ne sert à rien, parce que le jeu est déjà complètement faussé. Si on n'a pas une bourgeoisie qui peut être indépendante, le jeu est faussé. Parce que vous n'avez pas, malheureusement dans nos sociétés, pas uniquement au Togo et dans beaucoup de sociétés, mais tout le monde est obligé, quand vous êtes peut-être un cadre, surtout de l'administration, vous ne pouvez pas vous permettre d'afficher une coloration politique autre que celle du parti qui est au pouvoir. Ça veut dire tout simplement que si demain le net est au pouvoir, vous allez voir que toute l'administration sera nette. Il ne faut pas forcément jeter l'anathème sur le parti qui est au pouvoir, mais c'est que dans nos sociétés, le parti qui est au pouvoir accapare automatiquement et les ressources surtout humaines. Et que tout le monde, nous on est allé pendant la campagne dans les villages, du chef canton à l'encadreur en passant par l'enseignant, tout le monde est uni. À partir de là, tout le monde dit, mais si ceux qui connaissent un peu papier dans le village vont voter unir, par mimétisme, on va les voter unir. C'est pas si vous comprenez, non? Il faut qu'on aille rapidement à l'éducation politique des citoyens pour que les citoyens comprennent pourquoi ils votent. Mais pour cela, il faut qu'on ait cette classe moyenne indépendante qui peut volontairement, et c'est ce que nous avons dans d'autres pays tout autour de nous. Dans d'autres pays tout autour de nous, vous avez un ministre qui est officiellement du parti de l'opposition, mais qui est là. Vous avez des directeurs de société, des préfets, qui sont des partis de l'opposition, qui sont là, et qui ne sont pas des menaces. Ok? Et quand il y a alternance, ce n'est pas des gens comme on dit qu'on change tout de suite. Moi, je ne suis pas sûr que dans le pays où nous sommes aujourd'hui, si demain on dit en alternance, on aura encore 2 ou 3 préfets qui sont de unir. C'est-à-dire que tout va être changé, et quand on aura une autre alternance, tout va changer. C'est un peu ça, c'est cette approche qui est monolithique, qui est complètement heurtée, tranchée, qui fait que nous n'arrivons pas à installer la démocratie. C'est un travail, malheureusement, qui ne peut être fait que par le parti au pouvoir. Mais vous avez des gens qui vous disent, mais vous voulez qu'on s'y avant de l'arbre sur lequel vous êtes assis. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il est important que vous, parti politique, puisqu'on vous sent vraiment à l'œuvre quand les joutes électorales approchent? Là, par exemple, on vient de voter. Samuel, l'argent. Un meeting, ça coûte 500 000 minimum. Oui, mais pas forcément un meeting. Peut-être faire des sorties sur des questions qui ne sont pas forcément politiques. Par exemple, il y a eu la hausse du prix du maïs. La dernière fois, vous auriez pu faire une sortie, faire des propositions concrètes pour qu'on évite de pareilles situations à l'avenir. Vous savez, par exemple, que le professeur Gouguet de l'ADI a fait une sortie. Ça a changé quelque chose? Je vous ai dit. Ça vaut ce que ça vaut. Je vous ai dit que quand la mesure a été prise de restreindre les déplacements des véhicules de 12 places au camion de 18h à 6h, nous, au niveau du NATEA, j'avais trouvé que c'est une mesure qui risquait de baisser la compétitivité du pays. J'ai fait un long courrier au ministère de la Sécurité avec copie aux médias, non seulement en critiquant la mesure, mais en proposant 5 mesures qui peuvent nous permettre de réduire. Je n'ai pas eu de courrier du ministère de la Sécurité. Est-ce que ça a changé quelque chose? C'est ça le gros problème. Nous n'avons pas encore une démocratie participative. Donc du coup,
toute personne qui est dans l'amélioration des choses et qui dit ok, bon ben moi je suis parti politique, il y a quelque chose qui se passe, je contribue, ben souvent c'est les chiens avant la passe. Nous avons une instance qui normalement doit pouvoir réagir là-dessus, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, je prends la simple question des marchés, des incendies de marché. Dans un pays où l'institution marche, on aurait dû depuis longtemps mettre en place une commission parlementaire indépendante qui doit faire la lumière sur cette question. Pourquoi on ne la met pas? Est-ce qu'il y a une demande formelle de la part des partis de l'opposition, dont certains sont directement impliqués? Et pourquoi on ne la met pas? Parce que le jeu des institutions n'est pas encore, c'est pas encore dans nos mentalités. C'est-à-dire, nous nous limitons à, on fait une démocratie de façade dans notre pays. C'est-à-dire qu'on se limite à tout ce qui arrange plus ou moins les uns les autres, soit sur la contestation absolue, soit sur la collaboration absolue. C'est les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Ce qui fait que, à l'issue de cette élection, on doit conclure qu'il n'y a pas de milieu au Togo. Qu'il n'y a que cette bipolarisation. Nous, on avait essayé de la combattre. Pendant la campagne, nous avons dit, depuis l'indépendance, le Togo est bipolarisé entre le CUT et le PTP, ICPN, après l'UFC et RPT, aujourd'hui ANC, unir. Et qu'il fallait trouver une troisième voie. Mais les Togolais ont dit non, cette troisième voie, ça ne les intéresse pas. Donc aujourd'hui, cette bipolarisation existe. Et bon, ben apparemment, ce que le peuple togolais est en train de nous dire, ben écoutez, c'est l'un ou l'autre. Mais le juste milieu, on ne le voit pas. Il peut se mettre en place peut-être dans 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, ou bien dans 5 ans, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ce juste milieu n'existe pas. Et quand on dit les partis de l'opposition n'en font pas assez, mais honnêtement, en dehors de ce que nous faisons, une émission comme ça, un communiqué de presse, une conférence de presse, pour condamner, refuter, faire des propositions, mais après, c'est d'aller sur le terrain. Mais le terrain coûte extrêmement cher. Le terrain coûte extrêmement cher. Et malheureusement, au Togo, les fonds d'aide les partis politiques, d'abord, ne sont pas... Les financements des partis politiques n'est pas conséquent. Et ça n'intéresse que les partis qui sont à l'Assemblée nationale, au prorata de leurs députés. Donc, en réalité, quand on arrive même à maintenir un semblant d'activité terrain, ben, il faut nous féliciter parce qu'honnêtement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, Jerry Tama, aujourd'hui, vous avez tiré les leçons qui s'imposent de votre participation à cette élection. Vous êtes arrivé quand même avec 21 000 voix. Sur ce point-là, c'est quand même une petite réussite par rapport à 2013. Non, par rapport à 2013. Vous avez eu 9 000 voix en 2013, nous avons eu 14 000 voix sur 4 préfectures. Donc si on devait faire une règle de 3, en faisant une progression, on pourrait s'estimer sur les 35 préfectures de se trouver autour de 100, 130, 135. Donc non, c'est pas... moi, je ne suis pas quelqu'un qui... nous tous politiciens, on fait la langue de bois, mais il faut avoir aussi parfois l'honnêteté de regarder la vérité en face. Non, sur les objectifs que nous avions, il y en avait 3, on l'a précisé avant d'aller aux élections. Montrer qu'on peut faire la politique autrement, oui, on l'a montré. Montrer qu'on peut faire une politique de proposition concrète, en ne disant pas tout simplement que tout va mal, mais en disant ici c'est pas bon, voilà ce que nous proposons, nous l'avons montré. Montrer qu'on peut aller vraiment vers les populations, être avec elles en symbiose, nous l'avons montré. Mais le résultat ne correspond pas à ce à quoi nous attendions. C'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure, 21 000 voix, c'est ce que même les préfectures moyennes ont comme électeurs. Donc ça veut dire que à l'échelle nationale, non, ça ne correspond pas à notre résultat. Et ce qu'on sent chez vous, c'est que vous êtes tellement déçu de ce résultat qu'on dirait que vous n'avez plus envie de continuer. Non, je ne suis pas déçu. Parce que dans d'autres pays, on a vu des partis qui sont sortis des résultats avec 0, mais qui, des années après, sont montés au pouvoir. Non. Vous savez, nous avions toujours dit que le NET, c'est le parti du CAP, c'était une boutade, mais c'est une réalité, du CAP 2025. Mais que pour préparer à 2025, vous n'allez pas attendre 2025. Donc aujourd'hui, ce premier essai nous a permis de voir les choses qui n'ont pas marché. Nous avons tiré la leçon. Nous n'avons pas commencé la campagne très tôt. On s'est installé dans certaines fédérations quasiment un mois avant le début de la campagne. Quand quelqu'un vient vous voir dans votre village un mois alors que vous ne l'avez jamais vu, pour dire bon moi je suis candidat, honnêtement, excusez-moi du peu, mais ça veut dire que c'est les gens là qui viennent nous trompent à la veille des élections et puis disparaissent. Donc oui, il y a des erreurs qui nous incombent. Nous avons entre 2013 où on a fait les élections législatives et 2015, nous aurions dû rester dans notre coin et continuer le travail.
Au lieu d'aller dans les coalitions, on a perdu du temps, conclave, on a mis quoi 3 mois à faire conclave, coalition, on a mis 6 ou 7 mois à se triper sur cette histoire de candidat unique. Après, on est allé au Cap 2015, on a passé encore 2 ou 3 mois. Donc, oui, on aurait dû, sans aucun doute, continuer le travail. Parce que les autres, ils avaient un longueur d'avance sur nous. Et ils existent maintenant depuis une dizaine d'années. Ils ont déjà leur fédération qui existe, qui sont là. Donc, oui, quand je regarde que dans certaines préfectures où on allait peut-être qu'une seule fois pour mettre en place le bureau, on a réussi à avoir 200, 300, 400 personnes, je n'ai pas à être complètement déçu. Bien entendu. Il y a des partis, beaucoup de partis, j'ai parlé tout à l'heure, à l'échelle africaine, beaucoup de candidats qui ont fait l'expérience gouvernementale. Il y a beaucoup de partis qui... Ouad a fait 7 fois le truc avant de gagner. Donc, je ne suis pas en train de dire, nous sommes tellement dessus qu'on va laisser tomber. Non. Si on n'est pas président en 2020, on sera président en 2025. Là, je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Mais c'est que je suis réaliste et je vais tirer les leçons. Je ne veux pas me gargariser en disant oui, c'est bien, de toute façon, les gens disaient qu'on va avoir 0,000, on a eu 1%, c'est bon, non. Mais vous vous auto-flagellez? Non, je ne veux pas m'auto-flageller. Je dis, voilà, on va regarder les résultats avec 100 hauteur. On dit, voilà, on aurait voulu avoir plus. On savait de toute façon qu'avec les forces en présence, une victoire immédiate était extrêmement compliquée, même si elle aurait pu arriver. Donc, on va regarder les résultats, se poser la question de qu'est-ce qui n'a pas marché et comment améliorer sur le futur. Aujourd'hui, moi, je suis particulièrement ravi quand je rencontre les gens qui vous disent « Monsieur Djeritama, vous avez fait une belle campagne ». Je suis ravi d'entendre des gens qui disent « Ouais, mais vous savez, il y a des choses qu'on ne savait même pas. Hein, sur l'histoire de décentralisation, sur l'armée, sur telle chose. C'est grâce à vous qu'on a découvert ça, je suis bien content. C'est le type de campagne qu'on voulait faire. Révéler certaines choses aux populations qu'elles n'avaient pas. Maintenant, nous sommes, voilà, vous l'avez commencé l'émission, disons, le plus jeune des candidats. Donc voilà, je pense que peut-être même encore en 2020, je serai encore le plus jeune des candidats. Donc il n'y a pas de problème. On a l'avenir devant nous. Il suffit d'avoir le courage, parce que c'est pas facile d'être candidat d'un parti de l'opposition au Togo, donc il faut avoir le courage. C'est très dispendieux, hein, tant sur le plan financier. Et justement, sur le plan financier, est-ce que le net n'est pas sorti endetté? Très. Alors, comment vous faites? Vous avez déjà déposé votre bilan quand même? Non, non, pas encore. Mais la gestion des 112 millions, je veux dire. Non, les 112 millions, vous savez, notre budget de campagne faisait 300 millions. On n'a pas réussi à réunir les 300 millions. Mais malheureusement ou heureusement, dans ce genre de campagne, une campagne ne s'appuie pas uniquement sur les ressources ni de l'État. Les 112 millions ne font pas une campagne. 112 millions ôtés 20 millions ôtés de 112 millions, donc ça fait autour de 52 millions. Ça ne fait pas une campagne. J'entends parfois les gens dire oui, mais de toute façon, après unir, c'est le net qui a mis le plus grand nombre d'affiches. Ben, vous mettez 120 affiches au Togo avec une affiche qui vous coûte autour de 100, 120 000. Faites le total, hein. Ça vous fait déjà le quart de votre budget de campagne, sans compter toutes les autres formes de communication, sans compter le travail sur le terrain. Donc non, c'est... quand moi j'entends les gens dire, ouais, mais ils ont pris 112 millions, aucun des 4 candidats que je connais n'a fait une campagne à 112 millions. Ça c'est clair. Déjà même la pré-campagne, en ce qui nous concerne, donc où nous n'avions pas encore le financement de la campagne, la pré-campagne nous a coûté autour de 20 millions. Ce qui est réel, parce que vous allez sur le terrain, vous allez faire des meetings, vous allez faire des caravanes sur le terrain. Avant même de prendre les fameux 112 millions, nous on avait déjà dépensé quelque chose comme 20 millions sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui est... Moi je pense que la politique c'est une sorte de passion. C'est un poison même quasiment, parce que vous aimez ça et vous prenez quasiment toutes vos ressources pour ça. Moi, pas uniquement nous, mais beaucoup de politiciens sont aujourd'hui endettés. Certains même peut-être n'ont pas pu aller aux élections cette année parce que les dettes des élections présidentielles ou bien des autres élections les prenaient. Donc c'est très compliqué. Et après il faut gérer. Après il faut expliquer à madame à la maison pourquoi est-ce que on n'arrive plus à payer à contribuer à la popote parce qu'on allait faire des affiches en ville, vous comprenez? Donc oui, c'est très dispendieux, d'autant plus que pour une élection comme l'élection présidentielle, personne, que ce soit les donateurs habituels qui auraient pu vous dire, oui, personne n'ose prendre le risque d'être estampillé soutenant quelqu'un qui va contre le président de la République. Donc du coup, vous vous retrouvez complètement seul, vous vous retrouvez sans appui, vous vous retrouvez... avec même des gens peut-être qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui disent, ah mon frère, moi je ne veux pas passer pour celui qui. Donc oui, c'est vrai que c'est pas évident. Mais on est là pour le pays. Merci Djeritama d'avoir analysé avec nous la politique interne. On va évoquer maintenant la situation de nos voisins à côté, le Ghana, qui mercredi dernier a connu
une situation dramatique, il faut le dire comme ça. Plus de 200 morts suite à l'explosion d'une station d'essence. Quelle réaction? D'abord de la compassion parce que 200 personnes envolées comme ça d'un seul coup, vous imaginez le traumatisme que ça doit être. Et puis, moi, je suis, de par mon ancienne fonction de militaire, les questions liées au feu. Il n'y a rien de plus atroce que mourir, perdre la vie sur un incendie. Parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive tout de suite. On souffre beaucoup. Et donc c'est il y a même des gens qui étaient au volant de leur voiture, qui ont été calcinés sans avoir eu le temps de sortir du véhicule. Donc, on souffre beaucoup. Donc c'est vraiment beaucoup de compassion et une solidarité vis-à-vis du peuple ghanéen. Nous allons envoyer même un courrier lundi pour exprimer notre solidarité. D'autant plus que nous avons quand même... le président Mahama nous a beaucoup accompagnés récemment. Donc, les peuples togolais et ghanéens sont des peuples frères, quasiment même des mêmes peuples. Donc, beaucoup de compassion. Et puis, ça doit nous interpeller sur les mesures de sécurité dans nos stations. Parce que le carburant est très volatile et il suffit tout simplement, malgré qu'il pleuvait, on aurait pu se dire que comme il pleuvait, l'incendie allait être circonscrit, mais comme il est très volatile, du moment où il se retrouve dans l'air, il brûle tout sur son passage. Donc c'est vrai qu'il faut absolument, je crois que même dans notre pays, on doit pouvoir faire des audits sur les mesures de sécurité dans les stations pour s'assurer que l'étanchéité est réellement respectée et que même s'il y a un incendie en surface, que les cuves ne puissent pas être atteintes, parce que après, une fois que les cuves sont atteintes, c'est une grosse déflagration qui se met en place et qui contamine tout le quartier. On a vu le président togolais qui s'est déplacé, qui est allé apporter son soutien. C'est important comme ça, ces genres de choses-là, de se déplacer, d'aller... Je crois que, d'abord, je l'ai dit, les peuples togolais et ghanéens sont des peuples qui sont très proches, donc c'est tout à fait naturel que par rapport à la soudaineté et à l'ampleur du sinistre, que le président togolais aille exprimer sa compassion de vive voix, si son emploi du temps le permet. Bon, vous savez, moi, il y a des sujets sur lesquels je pense que la polémique n'a pas lieu d'être, parce que s'il y avait autre chose de plus important ailleurs, et qu'on délaisse cette chose de plus important pour y aller, on aurait pu dire qu'il y a, parce que de toute façon, ça ne ramène pas à ceux qui ne sont plus, mais aller exprimer de vive voix sa compassion et sa solidarité à un peuple frère, à mon sens, il n'y a absolument pas de problème particulier par rapport à ça. Mais non, c'est quelque chose qui nous interpelle aussi, puisque le Ghana n'est pas très loin de nous. Vous savez, quand il pleut, en général, les gens vont s'abriter dans les stations d'essence et tout ça. Il faudra peut-être en venir à interdire ce genre de choses? Non, c'est pas interdit, parce que quand vous regardez les éléments que nous avons de l'incendie d'Accra, les maisons qui sont tout autour ont été essoufflées. Il paraît, selon les derniers éléments que moi j'ai reçus, que le feu est venu d'une maison à côté. Voilà, c'est-à-dire que sur les éléments qu'on a, le feu est venu d'une maison à côté, il y avait des camions citernes qui étaient à proximité. Donc, il y avait un camion qui venait approvisionner la station. Voilà, donc du coup, le camion citerne qui est donc déjà en extérieur, donc c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément le fait que les gens... Quand un camion vient approvisionner une station d'essence, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde dans les alentours. Oui, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des mesures de sécurité qui doivent être là et de confinement, il y a des règles de confinement qui doivent être respectées. D'abord la proximité des maisons, et puis il y a des règles de confinement qui font qu'en réalité il y a souvent des soupapes qui font que même si un feu se déclare à proximité, ce feu-là ne rentre pas dans le dispositif d'approvisionnement. Donc c'est ces règles-là qu'il faut pouvoir faire respecter, parce que sur les rapports qu'on a, les 200 morts, ce n'est pas les 200 qui étaient à la station. Vous ne pouvez pas mettre 200 personnes sur la station quand il pleut. Ça, les gens qui étaient dans leur véhicule, parce qu'il y a des gens qui sont en train de passer, une citerne explose, il y a tout le carburant qui se retrouve complètement, et malgré qu'il pleut, parce que c'est un produit qui est volatile, donc qui brûle très vite, et qui a juste besoin d'oxygène pour brûler. C'est-à-dire que vous mettez de l'essence sous la pluie, tant qu'il y a de l'oxygène, pour qu'on ait un feu, il faut 3 éléments. L'étincelle, le comburant, qui est donc le carburant, et puis l'oxygène. Donc, il suffit que vous ayez de l'oxygène et du carburant. Une fois que l'étincelle a pris, ça brûle tout. Donc, c'est les règles, c'est les consignes de continuité de sécurité qu'il faut respecter.
on a parlé de 70 personnes qui étaient dans la station. Et maintenant, les 130 personnes, c'est les gens qui étaient dans le voisinage. Donc, même en interdisant les gens d'être à la station quand il pleut, ben, le voisinage, donc vous avez à peu près un tiers et 2 tiers de victimes qui n'étaient pas à la station, mais qui étaient dans le voisinage. Il faut absolument revoir les règles de sécurité, s'assurer. Elles existent, hein. Maintenant, s'assurer qu'elles sont respectées. Parce que, en termes sur l'approvisionnement du carburant, tout ça, il y a des règles qui sont très strictes. Maintenant, il faut s'assurer qu'elles sont respectées pour éviter des drames de cette nature-là. Maintenant, je crois qu'après que ce soit arrivé, les gens même, l'homme noir a peur de la mort. Les gens même, maintenant, réfléchiront à 2 fois avant d'aller s'abriter. Mais ça n'empêchera pas, si les consignes de sécurité ne sont pas respectées, que les maisons du voisinage soient soufflées par l'explosion d'une citerne. C'est des milliers de litres de carburant, surtout si c'est de l'essence, qui est très volatile. Si c'est de gasoil, c'est plus lourd. Voilà. Mais l'essence, c'est très volatile. Et à partir de là, une fois qu'il se retrouve dans l'air et qu'il y a une étincelle, elle était déjà là, ben ça va se... Quand vous évoquez les règles de sécurité, il faudra aussi que nos concitoyens comprennent que les règles de sécurité qu'on leur demande de respecter dans les stations sont vitales. Oui. Ne pas téléphoner, ne pas fumer à proximité. Ça aussi, c'est... Bon, maintenant, je crois que... Moi, j'ai toujours pensé que il faut que à la prévention, parfois, existe aussi une sorte de sanction. Vous avez vu, depuis qu'on a commencé à arrêter les gens à cause des casques, tout le monde porte le casque. Depuis qu'on interpelle les gens à cause des ceintures. Aujourd'hui, quand vous sortez de la voiture, vous montez dans la voiture, le réflexe. Donc voilà, il faut peut-être mettre aussi un peu de sanctions, pour que les gens comprennent que quand vous arrivez dans une station d'essence, on vous dit ne téléphonez pas, ne fumez pas une cigarette, que si c'est que quand l'incendie va se déclencher, c'est vous seulement que ça va prendre, on va dire, ben, c'est pas grave, si vous le faites, ça vous risque péril, mais parfois même vous n'allez pas être pris parce qu'un mégot de cigarette peut tomber quelque part, rester allumé, et 5 ou 10 minutes plus tard, être le foyer d'un incendie qui va prendre tout le truc alors que vous n'êtes plus. Donc, comment on appelle ça, être très vigilant, mais il faut aussi que les choses, ceux qui servent dans les stations de service soient plus regardants. Moi, j'ai vu un nombre incalculable de fois au Togo ici, des gens qui servent dans les stations de service dans une voiture pendant que le moteur tourne. Ouais. Voilà, moi-même, il m'est arrivé parfois d'oublier. C'est-à-dire que la personne arrive, vous n'avez pas encore éteint votre moteur, vous lui dites, bon, mais c'est vraiment ça. Et il commence à servir sans prendre le temps de vous dire, arrêtez votre moteur. Parce que c'est une source de chaleur que vous avez. Et cette source de chaleur-là peut être à l'origine d'un incendie. Donc, il faut que tout le monde y mette du sien. Il faut faire de la prévention. Il faut mettre des panneaux. Il faut faire de la prévention à la radio, à la télévision. Mais demander aussi aux usagers dans les stations de service d'être plus regardants et faire des audits pour que tout autour des stations de service, que les bâtiments qui existent, que les maisons qui existent comprennent qu'elles existent à côté d'un foyer qui contient des produits inflammables et que, bon, en ce moment-là, la gestion du feu et ainsi de suite doit être contrôlée. Assurer le confinement. Le confinement est très important. Si on ne fait pas de confinement, il est évident que on va avoir des problèmes. Donc, assurer un confinement et prendre des mesures particulières. Quand on veut faire un chargement, pour s'assurer que tous ces risques-là, parce que vous imaginez 200 vies qui volatilisées comme ça en un rien de temps, c'est très difficile. Et je continue en disant encore que j'exprime toute ma compassion au peuple ghanéen. Directement, dernier sujet qu'on va évoquer avant de se séparer, je suis sûr que ça doit vous intéresser. Vous avez une forme sportive. Ce qui se passe à la FIFA, comment vous vivez cela? Avec délectation. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que les Africains qui sont corrompus. Non, bon... Oui, que les gens peut-être vont être scandalisés que disent qu'avec cette délectation. Non, ça veut dire qu'en réalité, la corruption, c'est quelque chose qu'on doit combattre à tous les échelons. Et ça veut dire que, et là, c'est la preuve aussi que quand il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas de couleur de peau. Hein. Il n'y a pas d'origine. Quand il y a beaucoup d'argent, tout le monde a les yeux ouverts là-dessus. Et maintenant, j'espère que la FIFA va se reformer de l'intérieur parce que, qu'on le veut ou non, vous savez que ce soir, il y a la finale de la Champions League. Donc, qu'on le veut ou non, c'est quelque chose qui est... Le football, mais c'est le sport roi dans le monde. Et il faut absolument qu'on s'assure qu'on organise une compétition quelque part, que cette compétition, le pays le mérite. Et moi, j'ai été choqué d'apprendre que la FIFA a versé de l'argent à l'Irlande pour que la main de Thierry Henry ne soit pas mise en compte. Donc ça veut dire que les règles du jeu sont complètement faussées. Et il faut absolument qu'on mette un terme à cela. Et c'est ce que je dis, c'est que tout à l'heure, je parlais de...
qu'il faut absolument jouer sur la mentalité. Il faut qu'on comprenne que le péché ou bien la tentation, elle est là partout et qu'il faut mettre des garde-fous. Quand on met les garde-fous, tout le monde avance dans la même direction. Mais quand il n'y a pas de garde-fous, tout le monde part dans le sens. Qui pourrait imaginer que toutes ces personnes-là qui s'étaient au-delà, au-dessus de tout soupçon, va se retrouver pris partout. Il y a eu de la corruption quasiment partout. Donc oui, avec beaucoup de délectation en tant qu'Africain, parce que les gens ont l'habitude de dire ouais, ben, la corruption c'est uniquement en Afrique. Quand tu vas en Europe et que tu parles d'orthodoxie, on te dit ouais, de toute façon c'est que la corruption c'est en Afrique. Ben, au moins ça m'a apporté la preuve qu'il n'y a pas que les Africains qui sont corrompus. Mais j'espère quand même que la FIFA va remettre de l'ordre et qu'on sache quand même que ben, les règles d'engagement sont les mêmes pour tout le monde au football. Là, Sepp Blatter, le patron de la FIFA, n'est pas encore touché, malgré qu'il a démissionné. Vous croyez que très prochainement, il pourrait être impliqué aussi? Moi, je pense qu'il y a un deal. Tu laisses tomber, on laisse tomber. Je pense. Parce qu'il savait qu'il y avait des menaces sur lui. Mais je crois que c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour le football. Et qu'il y a peut-être un arrangement qui consiste à dire, bah, écoute, tu te retires, tu vas te reposer. Ça encore, c'est de la corruption. Non, c'est pas la corruption, ça c'est des arrangements judiciaires, hein. Ça c'est des choses qui se passent tout le temps. Tu coopères et puis... Voilà, tu coopères et puis on allège la sanction. On allège la sanction, tu voulais te maintenir. Là, la sanction c'est que tu te maintiens plus. Et tu coopères et puis on allège la sanction. Mais ça c'est des arrangements, parfois au niveau des avocats, hein, c'est-à-dire que, vous savez, il y a parfois même surtout quand c'est des crimes à col blanc, c'est quand c'est pas des crimes de sang, vous faites un arrangement. Vous avez vu l'affaire DSK Nafissatou, c'est-à-dire que bon, quand c'est au civil, vous faites un arrangement avant même que l'affaire n'arrive en justice ou bien avant que l'affaire ne soit résolue pour le public. Bon, ben, tu cèdes et puis nous on te laissera tranquille. Je sais pas, peut-être qu'il va être interpellé bientôt, mais je pense beaucoup plus à cet arrangement-là qui fasse que bon, ben, vous cédez. Mais comment vous décrivez cet acharnement de la justice américaine alors que les États-Unis ne sont pas un grand pays de football? Non, ça n'a rien à voir. C'est que, ben, écoutez, à partir du moment où des fonds ont transité par des banques américaines et qu'ils ont la certitude, ils ont des éléments qui amènent à savoir qu'il y a de la corruption qui s'est mise en place quelque part, je crois que c'est tout à l'honneur de la nouvelle secrétaire d'État chargé de la justice de marquer son terrain. Et il n'y a pas que les États-Unis, puisque la Suisse aussi a ouvert des inscriptions. Donc, moi, personnellement, ça ne me gêne pas que ça vienne des États-Unis. Ça aurait pu venir du Togo aussi. Un jour, on peut peut-être attaquer quelqu'un pour des malversations faites sur le hockey alors qu'on ne joue pas au hockey au Togo. Mais non, je pense que ceci permet quand même de comprendre que là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de tentations. Et que le travail de tout un chacun, c'est de faire en sorte que l'égalité des chances existe, que l'équité existe, et que chacun puisse être rétribué à la valeur de son travail sur le terrain. Jerry Komondega Tama, vous êtes le président du Nouvel Engagement Togolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui a travaillé tout autour. Je vous retrouve le dimanche prochain.